vers minuit. On s'est évidemment encouragé, félicité. Mais j'ai senti chez lui la détermination. Mais il m'a dit quelque chose que je vous confie. Il m'a dit, nous n'avons gagné qu'une seule chose, le droit de pouvoir prendre des risques. Le droit de pouvoir prendre des risques pour la France, parce que la France a besoin que pour elle, nous prenions des risques. Chers tous, cher Édouard Philippe, Monsieur le Premier ministre, merci pour votre présence, pour ces quelques heures volées à la mission que vous accomplissez d'une manière qui nous remplit de fierté. Merci de m'avoir chaque jour, depuis 6 mois, permis d'apprendre, de mûrir, de grandir à vos côtés. Merci aussi. Merci aussi de pouvoir m'avoir rappelé qu'on peut porter des boutons de manchette assez bizarres tous les jours et être un excellent Premier ministre. Et je vous dois une anecdote. Aujourd'hui, ce sont des pirates, ces boutons de manchette. Cher Gérard, fidèle parmi les fidèles, merci évidemment de nous accueillir à Lyon. Cette ville que tu as transformée. Il y a 6 mois, tu as accepté le plus grand sacrifice, t'en séparer, pour servir la République et protéger les Français. Merci. Chères marcheuses, chers marcheurs, car c'est cela que vous êtes pour moi. Avant même d'être député, élu, référent ou animateur. Nous sommes des marcheuses et des marcheurs. C'est cela que je suis aussi et que je veux rester avant toute autre chose. C'est cela que nous sommes, finalement. Les visages d'un mouvement qui a déjà changé notre pays et doit maintenant le transformer. C'est à vous tous, que je m'adresse aujourd'hui. C'est à vous, membres du Conseil. C'est au mouvement partout en France, et pas seulement en France, qui nous regarde aujourd'hui et qui veillera sur nous demain. Mais c'est plus largement à tous les Français que je veux m'adresser à l'instant présent. Et à chacune et chacun d'entre vous, je veux commencer par vous remercier. Merci aux animateurs locaux qui mobilisent nos 4000 communautés partout dans nos territoires de l'Hexagone, aux Outre-mer et jusqu'aux Français de l'étranger. Merci aux référents qui assument une tâche exigeante, je le sais, difficile, et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Merci aux permanents qui font vivre le mouvement au quotidien. Merci à nos élus qui, partout, portent la parole de l'action de notre mouvement. Depuis quelques semaines, la question de savoir si je rêvais de devenir le chef de notre mouvement revient souvent. Non. Non, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une ambition, mais c'est une chance, c'est un honneur, c'est un devoir. J'aime ce mot, devoir. Je l'aime parce qu'il nous oblige, il nous engage, il nous rend humbles. Et l'humilité, c'est la meilleure des forces pour agir, pour travailler, pour transformer. Et je vous le dis, je ne serai pas le chef du mouvement. Je serai un animateur, un facilitateur. Cette élection de ce matin ne m'accorde aucun droit, aucun privilège. Elle ne me donne que des devoirs. Et je souhaite en être digne. Souvent aussi, je suis interrogé sur la nature même de notre mouvement. Qu'est-ce que c'est En Marche? On me demande cela sans cesse dans les médias. Le problème sur les plateaux de télévision, c'est que je n'ai jamais eu le temps de fournir la réponse la plus profonde, celle que j'estime la plus juste, parce qu'il s'agit d'un souvenir. Pour la première fois, je me suis dit que notre mouvement était différent. À ce moment-là, qu'il avait le droit de gagner, qu'il avait le devoir de gagner et qu'il allait gagner. C'était à Strasbourg, il y a à peine plus d'1 an. J'étais arrivé dans un hall dans lequel s'affairaient des dizaines de t-shirts blancs. Vous savez, ces bénévoles dont l'efficacité pendant toute la campagne s'est mêlée systématiquement à la bonne humeur. Ils préparaient une salle qui s'est remplie le soir même de 1500 citoyens, de tous les âges et de tous les horizons. Il se trouve que j'ai une certaine expérience des réunions publiques et j'avais l'habitude d'audiences, comment dire,
légèrement plus âgés. Quelques mois plus tôt, d'ailleurs, j'avais été candidat aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je peux vous dire que quand j'arrivais dans une salle, j'avais le temps de saluer tout le monde, même de claquer la bise, comme on dit chez moi, parce qu'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas des gains non plus, mais il n'y avait pas grand monde, et en même temps, il y avait pour l'essentiel que des militants. Et là, ce soir-là, j'ai vu des électeurs, j'ai vu des femmes, des hommes, des gens qui avaient envie de regarder, d'observer, de s'engager. À Strasbourg, j'ai découvert ce soir-là une nouvelle habitude, celle de s'adresser à toute la France, dans tout ce qu'elle compte de diversité d'âge, d'origine et de catégorie sociale. Cette soirée a été ouverte par les interventions de citoyens qui étaient alors inconnus de tous, ou presque. Vous en souvenez? Laetitia, Bruno, Aziz, Claire, Mehdi, et j'en oublie. Ils étaient tout intimidés. J'ai le souvenir d'être allé voir quelques-uns dont Laetitia qui répétait dans son coin pour essayer de la décontracter, pour essayer de lui dire « ne t'inquiète pas, c'est juste un mauvais moment à passer, tu verras », un peu comme je me suis dit il y a quelques minutes avant de rentrer ici. Mais au fond, je les ai encouragés, parce que c'était la première fois qu'ils prenaient la parole en public. Ils ont présenté le résultat de la Grande Marche, au nom de tous ceux qui avaient participé. C'était la première fois qu'un mouvement politique était allé écouter les Français, tous les Français, sans chercher à aucun moment à les convaincre, juste les écouter pour les comprendre, pour entendre le battement de leur cœur, pour entendre leurs appréhensions, leurs inquiétudes, leurs ambitions pour notre territoire, pour là où ils vivaient. Emmanuel Macron a ensuite pris la parole pour son premier discours sur le contenu de ce qui est devenu notre futur programme. Au total, la soirée a duré près de 3 heures. Il n'y a pas eu d'attaque contre d'autres responsables politiques. Il n'y a pas eu de sifflet. Il n'y a pas eu cette violence plus ou moins contenue qui caractérise beaucoup de nos meetings politiques traditionnels. Je me souviens des commentaires, et nombreux sont les commentateurs qui se sont immédiatement moqués de la durée, du format ou de la qualité des intervenants, qui ont estimé que, au fond, seules des banalités avaient été évoquées. J'ai le souvenir d'une de ces banalités. C'était la description de l'insécurité ressentie par les femmes. Ce souvenir est d'autant plus précis que beaucoup de ceux qui s'étaient moqués de nous il y a un an semblent aujourd'hui découvrir cette réalité. Ils ont eu besoin des agissements sordides d'un producteur d'Hollywood à quelques dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Nous, on a simplement eu besoin d'aller parler aux Françaises, aux Français, à nos voisins, aux habitants des quartiers. C'est pourquoi nous sommes le seul mouvement à avoir placé cet enjeu au cœur même de notre campagne. Nous sommes les seuls à avoir proposé dès avant l'élection de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de ce quinquennat. Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir autant de femmes députées parce que nous sommes finalement le seul mouvement politique à ne pas choisir ses batailles par opportunisme ou par clientélisme, mais parce que ce sont les sujets des Français, de tous les Français. Voilà. Voilà. Ce n'est qu'un exemple, mais pour moi, En Marche, c'est ça, un mouvement par et pour les citoyens. Il y a presque 2 ans, j'avais fait une démarche presque très personnelle. J'avais décidé de parcourir ma circonscription à pied. J'ai traversé 310 kilomètres de ma circonscription en partant de cette Haute-Provence que j'évoquais au début de mon propos pour finir dans les montagnes, au col de l'Arche. Parce que si au fil de mon mandat de député, j'avais rencontré presque 4000 personnes, j'ai toujours été confronté à la situation de rencontrer des femmes et des hommes qui venaient en rendez-vous, qui voyaient la secrétaire, qui attendaient dans la salle d'attente, puis qui venaient voir le député avec toute l'aura du député. Là, je suis parti en short, en t-shirt, sac à dos. Et j'ai écrit aux habitants de ma circonscription en leur disant, voilà, si vous voulez me parler, vous venez. Il y a une condition, vous marchez avec moi. Il m'est arrivé de m'arrêter pour discuter. Et puis, j'aurais dit, invitez-moi à déjeuner, à dîner et à dormir. J'ai mangé et dormi à l'œil pendant 15 jours. Ça, c'était un avantage. Et j'ai rencontré près d'1 millier de personnes. Quand j'ai terminé ma marche le dimanche, je suis revenu à Paris. Le lundi soir, j'ai rencontré Emmanuel Macron et les quelques-uns évoqués par Gérard il y a quelques instants. Et je leur ai raconté ce que j'avais ressenti comme la cause profonde du vote Front National.
notamment avec un sujet dominant, celui du pouvoir d'achat pour les travailleurs. Et si aujourd'hui, c'est la priorité de l'action gouvernementale, c'est parce que nous avons su assez tôt comprendre qu'aujourd'hui, c'était une urgence de redonner le goût au travail et de revaloriser le prix du travail pour celles et ceux qui travaillent. J'aimerais vous dire ce qui est pour moi le cœur de notre mouvement. Le cœur de notre mouvement, ce sont d'abord des valeurs, l'ouverture, la bienveillance, l'honnêteté intellectuelle, le sens de l'intérêt général, l'attachement européen, le goût du risque et le sens de l'effort. Ce sont ensuite des exigences, l'exigence d'être utile. L'exigence d'être utile parce que je crois que le premier des points communs qui nous unit, c'est la volonté que nous partageons tous, cette ambition d'être utile. Pas à nous-mêmes, mais aux autres, à notre pays. Et c'est pourquoi la promesse que fait ce mouvement à ses adhérents, c'est qu'ils ne seront pas de la chair à canon électorale, des cartes que l'on compte comme des têtes de bétail pour mesurer des rapports de force incessants et sans intérêt. Non, ils seront utiles, utiles aux autres et utiles à leur pays. L'exigence aussi d'être libre. Car rien n'est plus aride qu'une discussion entre dogmatiques et sectaires. J'ai de l'expérience sur ce sujet. Rien n'est plus inintéressant que cela. Rien n'est plus vain qu'une action imposée par le haut et exécutée sans âme, quand elle n'est pas partagée, quand elle n'est pas appropriée par chacune et chacun. L'exigence aussi de gratuité, car l'engagement compte plus, à nos yeux, que l'argent. Certes, l'argent, nous en avons reçu pendant la campagne, mais ce qui a été accompli ne pouvait pas s'acheter. Ce sont des dizaines de milliers de Français qui ont donné de leur temps, de leur énergie. Certes, de l'argent, nous allons en recevoir pendant les 50 prochaines années qui viennent, mais il ne nous appartient pas. C'est celui des Français, car c'est de l'argent public. Et évidemment, votre délégué général ne sera jamais rémunéré. Et c'est pourquoi la promesse que ce mouvement doit faire aux Français est que chaque euro que nous dépenserons rapporte au final plus qu'1 euro à notre société, à notre pays. La promesse que je vous fais aujourd'hui, c'est que chaque année, nous rendrons compte publiquement de l'utilisation de ces euros d'argent public parce que nous devons la transparence. Enfin, l'exigence de bienveillance et de transparence. Tous ceux qui avaient déjà milité dans un parti ont pu le mesurer au sein de nos comités. Il y a, dans la République en marche, une ambiance différente, parce que nous respectons chacun et que tous, on voit au chapitre. Et la promesse que ce mouvement fait à ses adhérents et aux Français est que nous ne jugeons jamais personne en fonction du solde de son compte en banque. Nous ne jugeons personne en fonction de ses origines. Nous jugeons chacun en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et jamais, jamais en fonction de son statut. Voilà résumé ces ambitions, ces exigences, ceux qui ont conduit, je le crois profondément, notre mouvement aux responsabilités. Ce sont ces valeurs, ce sont ces exigences qui font qu'un homme de 39 ans peut, dans ce pays, notre pays, devenir président de la République. Ce sont ces valeurs, ces exigences qui font qu'aujourd'hui nous sommes fiers d'être le mouvement de la majorité présidentielle. Ces valeurs, ces exigences, elles ont été couvées, sauvegardées par Catherine et Julien dans un premier temps, puis par Astrid, Barisa et Arnaud. Et je veux cet après-midi, au nom de tous les adhérents, les remercier pour tout le travail qui a été fourni durement, difficilement. Merci. Mais vous savez, rappeler, énoncer ces principes, cela peut paraître simple, mais ces principes, tous ceux qui nous combattent et beaucoup de ceux qui nous observent pensent que nous allons les trahir, que leur passé va s'imposer à nous, que des luttes d'appareil vont démarrer,
que des frondeurs vont se déclarer, que des postures vont l'emporter, que nous allons décevoir nos adhérents, que nous allons devenir un parti et non plus un mouvement. Ils l'attendent, ils l'espèrent. Ce sont exactement les mêmes qui disaient qu'on ne pouvait pas gagner à une présidentielle sans un candidat blanchi sous le harnais des élections. Ce sont exactement les mêmes qui nous disaient qu'on ne pouvait pas gagner sans avoir un parti implanté un peu partout en France, sans expérience de campagne, sans argent, et j'en oublie. Cette fois encore, mes amis, notre motivation, notre principale action sera de les détromper, de leur dire qu'ils ont tort, que nous pouvons rester ce mouvement ambitieux au service des concitoyens. Mais au fond, qu'est-ce que cela veut dire? Cela a de nombreuses implications pour chacune et chacun d'entre nous. D'abord, parce que nous allons continuer à tout nous dire, y compris quand ça ne va pas, surtout quand ça ne va pas. Ce n'est pas toujours le premier réflexe, et la plupart des formations politiques traditionnelles en sont parfaitement incapables, préférant répéter que tout va bien, parfois contre toute évidence. Mais c'est indispensable. C'est indispensable pour corriger ce qui doit l'être. Je sais que certains de nos adhérents se sont posés et se posent encore des questions. Nous avons eu ce débat ce matin au sein de notre Conseil. Il est légitime. Et ici, comme dans n'importe quel lieu de la République en marche, tous les débats méritent d'être posés sur la table. Ils le seront et la liberté de débat sera défendue. Des questions se posent aussi sur le fonctionnement même de notre mouvement, sur nos instances, même si 90% de ceux qui ont participé au vote sur les statuts les ont adoptés. Ces sujets, je vous le dis, ne sont pas tabous. Et tout ce qui doit être amélioré le sera, démocratiquement. Mais entre nous, juste entre nous parce que nous sommes entre nous, nul besoin de mise en scène médiatique pour cela. Je vous le dis. À trop aimer les allumettes, on peut tous se brûler. Soyons prudents. Soyons inspirés de ce qu'il ne faut pas faire. Des questions aussi se posent sur l'action du gouvernement. Je sais, là encore, votre exigence. Je sais que vous êtes nos porte-parole aux yeux de vos proches, de vos collègues, de vos amis, de vos voisins. Notre rôle est de vous permettre d'expliquer ce que fait le gouvernement, de répondre aux interrogations et aux doutes qui peuvent s'exprimer. Et sans doute pouvons-nous encore nous améliorer. Oui, j'assume des maladresses et j'assume même des erreurs. Il le faut pour mieux les corriger. Mais il nous faut aussi tirer les leçons de l'échec des partis qui nous ont précédés. Ils ont échoué parce qu'ils se sont enfermés dans leur certitude, aveugles aux réalités, parce qu'ils ont sombré dans une paresse intellectuelle et perdu tout sens de leur engagement. C'est pour cela que nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est pour cela aussi que la force du dépassement politique de ce gouvernement, Monsieur le Premier ministre, que vous avez constitué avec le Président de la République, ce double dépassement politique, celui qui permet de rassembler celles et ceux qui veulent s'engager pour la France, quelle que soit leur origine politique, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, celui qui permet d'aller chercher celles et ceux qui ne sont pas des militants politiques, mais qui veulent faire, qui veulent s'engager, c'est cela le dépassement politique. Et c'est certainement la première réussite du gouvernement d'Édouard Philippe. Et si je parle de première réussite, c'est pour en évoquer d'autres. Parce qu'on peut tout se dire. Mais quand on se dit tout, il faut aussi reconnaître ce qui va bien. Les plus de 160 000 nouveaux adhérents depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui font de nous, avec près de 400 000 adhérents, le premier mouvement politique de France. C'est aussi l'efficace apprentissage de nos 313 députés, de nos parlementaires, de nos sénateurs qui font chaque jour honneur à notre engagement. Ce qui va bien, c'est le résultat des 6 mois de transformation en profondeur aujourd'hui possible grâce à vous. Grâce à vous, nous avons changé la vie de dizaines de milliers d'enfants en CP dans les zones les plus défavorisées en limitant à 12 le nombre d'enfants par classe. Grâce à vous, nous avons mis en place la plus grande réforme de notre marché du travail depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à vous, nous avons supprimé les cotisations salariales pour l'assurance chômage et la maladie. Nous avons augmenté le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé. Grâce à vous, nous avons entamé la suppression de la taxe d'habitation pour près de 80% des Français.
Grâce à vous, nous sommes sortis de l'état d'urgence et nous avons adopté une loi qui cible spécifiquement la menace terroriste pour mieux nous en protéger. Grâce à vous, nous avons voté une loi de moralisation de la vie politique et renouvelé l'Assemblée nationale. Grâce à vous, grâce à chacune et chacun d'entre vous, nous avons renoué avec la promesse européenne et réformé le travail détaché. Enfin, grâce à vous, nous avons repris le leadership mondial sur la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà des étapes, voilà des avancées, voilà des moments de transformation dont notre société a besoin. Mais ça n'est que le début du chemin. Et le chemin reste encore long et il faut que le mouvement soit tous les jours, tout le temps, aux côtés du gouvernement. Je sais qu'on peut toujours attirer l'attention plus facilement en dénonçant, en critiquant, en sortant une expression malheureuse, on pourra faire un buzz médiatique, on pourra faire parler de soi. Je sais qu'il est beaucoup plus difficile d'être repris quand on travaille, quand on communique, quand on avance. C'est ça la réalité de ce que nous vivons. Mais au fond, regardons au-delà du pessimisme un peu trop franco-français dans lequel nous vivons, le regard que le monde porte sur la France. Nous avons changé le regard du monde sur la France. Et tout cela en 6 mois. Comment ne pas en être fier ? Mais pour continuer à changer la politique, nous devons aussi préparer les batailles à venir. Car nous ne sommes pas une association de témoignages ou un mouvement virtuel, nous sommes un mouvement politique. C'est pourquoi nous présenterons des candidats pour chacune des élections à venir et nous devrons les faire gagner. Nous serons présents partout. Ne nous trompons pas, les européennes, les régionales, les départementales, les municipales n'ont peut-être lieu que dans quelques années, mais elles peuvent se gagner ou se perdre aujourd'hui. Alors, préparons-les dès aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons poursuivre notre ancrage, créer des comités locaux partout où il n'y en a pas, rencontrer de nouveaux adhérents, choisir nos futurs candidats, travailler sur nos projets, garder, avec la réalité de nos villes, de nos départements et de nos régions, la même relation étroite que celle que nous avons su construire avec le pays pendant la campagne présidentielle. Car ce qui fonde notre engagement, c'est bien la volonté de changer les choses en profondeur et à chaque niveau de l'action. Continuer de changer la politique, cela implique aussi, je l'ai dit, je le redis, de soutenir l'action de la majorité. Elle doit être connue et comprise. Face au tourbillon médiatique et au rythme soutenu des transformations engagées, une décision peut sembler chasser l'autre et pourtant, elle forme un tout, une cohérence. Notre action doit être nourrie par les idées de demain et d'après-demain, avec les bonnes pratiques à généraliser, avec les bonnes propositions à développer, en organisant de larges concertations citoyennes, parce que nous sommes guidés par un principe de réalité et non par des débats dogmatiques, en étant un lieu d'échange entre des experts venus de tous horizons et des citoyens de toute opinion, parce que c'est aussi cela qui caractérise notre mouvement, un équilibre permanent entre l'action et la réflexion, depuis chaque comité jusqu'au QG. C'est pourquoi nous allons créer un atelier des idées pour poursuivre ce que nous avons construit pendant la campagne, pour continuer à penser les transformations de la société de demain, pour qu'En Marche reste toujours un incubateur d'idées. Continuer de changer la politique enfin, c'est ne pas attendre d'avoir gagné une élection pour agir et transformer le quotidien. C'est soutenir les associations, c'est développer des projets citoyens, c'est s'inspirer des solutions qui marchent sur le terrain, c'est créer des ponts entre la vie électorale, la vie associative et la vie locale. C'est aussi là que se situe la place d'un mouvement du XXIe siècle. C'est dans la vraie vie, dans l'action du quotidien, dans la mobilisation de nos concitoyens. C'est aux côtés de ces initiatives, de celles et ceux qui font vivre le pays. Plusieurs actions ont été lancées par nos comités locaux et je ne peux pas toutes les citer. Mais je pense notamment aux marcheurs qui ont choisi d'aider nos jeunes issus de familles modestes à trouver leur stage ou ceux qui ont décidé d'accompagner des réfugiés dans leur parcours d'intégration. Je suis un élu de la Méditerranée, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'aime la Méditerranée et je ne peux pas supporter
que chaque jour, encore aujourd'hui, il y ait des femmes, des enfants, des hommes qui meurent en tentant de survivre, qui meurent parce que chez eux, on les assassine. La France doit se montrer généreuse et nous savons la mobilisation citoyenne. Et cette générosité, elle est indispensable, surtout quand elle est corrélée avec une autorité sur les autres formes de migration. Nous pourrons d'autant plus, Monsieur le ministre de l'Intérieur le sait bien, être généreux avec celles et ceux qui veulent survivre, tout simplement, quand nous saurons les intégrer, les accompagner au mieux. Et la mobilisation citoyenne, celle que j'ai vécue sur mon territoire, sur mes terres de Fort-Calquier, où ce sont les citoyens qui se sont emparés de cette ambition d'accueillir au mieux celles et ceux que nous avons accueillis sur notre territoire. Vous savez, c'est par le quotidien aussi que l'on transforme le monde. Ce n'est pas forcément par des grands discours, ce n'est pas forcément par des grandes ambitions, ce n'est pas forcément par de la rhétorique ou des promesses vaines, c'est par de l'action quotidienne, celle que vous devez incarner, celle que nous allons incarner. Pour mener tous ces projets, notre mouvement, nos permanents, nos ressources sont et seront toujours à la disposition des adhérents. Car on n'a pas besoin d'être maire pour changer sa ville, de la même manière qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel de la politique pour changer le Parlement. Et s'il y a un mandat qui m'a rendu fier, heureux, c'est celui de maire. Parce que vous transformez dans la proximité. Mais vous ne transformez jamais seul. Vous ne transformez jamais contre les autres. Vous transformez grâce à la mobilisation de vos concitoyens, celles et ceux qui vous portent aussi vers l'ambition de faire. Et c'est cela aussi que nous devons faire. C'est pourquoi nous allons proposer d'armer nos concitoyens, les armer par l'intelligence, les armer par l'information, pour que celles et ceux qui ont un savoir, une expérience puissent les partager, pour que celles et ceux qui veulent agir puissent se former. 2 micro-learning ont été évoqués tout à l'heure. Ils sont déjà disponibles sur le budget et sur l'Europe. Lundi, notre premier MOOC proposera des outils pour agir sur le terrain. Là, j'ai fait mon quota. Là, je m'adresse à Monsieur le ministre du Numérique. Là, c'est bon. J'ai fait micro-learning, MOOC. Là, je suis bon, je suis connecté, je suis branché. Ça, c'est le langage en marche. Mais on peut aussi faire des choses plus classiques. On peut aussi, et nous allons le faire, créer un institut de formation pour nos élus et leurs collaborateurs. Enfin, nous allons développer un programme Action Talent pour aider nos jeunes issus de quartiers et de la ruralité à briser le plafond de verre. Que ces jeunes aient vocation à s'engager en politique, à fonder une association ou une start-up, qu'ils soient marcheurs ou non. Parce que notre mouvement doit être un accélérateur pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes qui n'ont besoin que d'un coup de pouce pour réaliser un projet à fort impact social. Parce que, quelque part, dans nos quartiers, se trouve le prochain Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit. Quelque part, dans nos quartiers, se trouve la prochaine entrepreneur qui créera une start-up pour redistribuer les invendus de nos supermarchés et en finir avec le gaspillage alimentaire. Le prochain développeur d'une appli pour concevoir un budget participatif au niveau local. Tous ces potentiels existent, ils sont là dans notre société et ils ne demandent qu'à être reconnus, accompagnés, valorisés. Voilà notre mission. Des idées, des actions, des valeurs, des principes. Voilà quel est l'avenir de notre mouvement. Cet avenir ne dépend que d'une seule chose, votre engagement. Le vôtre est celui de tous nos adhérents. C'est pourquoi la responsabilité que vous m'avez confiée aujourd'hui ne me confère aucun droit, mais seulement des devoirs. Celui de faire vivre les valeurs et les principes que j'ai ici rappelés, celui d'être au service de nos adhérents, celui d'être utile avec vous, aux Françaises, aux Français, au pays. Car c'est l'ADN de notre mouvement, c'est sa raison d'être. Si nous sommes un mouvement neuf, nous avons aussi un héritage intellectuel et politique. Oui, nous avons une conscience sociale. Oui, nous sommes européens. Oui, nous sommes progressistes. Oui, c'est aussi dans notre ADN, dans notre identité politique. Alors revendiquons tout cela, portons-le haut et fier. Notre héritage, c'est celui de Victor Hugo, qui s'est battu pour la justice et pour l'émancipation.
pour qui l'éducation est le point de départ de toute ascension sociale, pour qui l'aide apportée aux plus humbles est un devoir et un défi pour une société développée comme la nôtre. Souvenons-nous de ces mots. Limiter la pauvreté sans limiter la richesse, c'était dans Les Misérables. Voilà notre projet politique. Voilà pourquoi nous nous battons pour l'éducation, pour la formation, pour l'accès au logement décent, pour le développement durable, pour permettre à chacune et chacun, quel que soit son point de départ, sa condition d'origine, de construire son parcours, de s'émanciper et de vivre dans un environnement sain. Voilà pourquoi, au fond, cet héritage, mes chers amis, doit nous porter. Mais notre héritage, c'est aussi celui de Jean Monnet, qui a cru en l'Europe lorsqu'elle n'était encore une utopie. Lui qui résuma ainsi toute la philosophie du projet européen. Nous ne coalisons pas les États, nous rassemblons les hommes. Après les commémorations du 11 novembre, puis celle du 13 novembre, sa voix résonne en nous avec une tonalité particulière. Nous ne coalisons pas les États, nous rassemblons les hommes. Alors, soyons fidèles à l'ambition de Jean Monnet. Assumons notre responsabilité historique de faire renaître le projet européen, car l'Europe est notre héritage et notre chance, car les grands défis de notre temps, le changement climatique comme l'évasion fiscale, appellent une réponse coordonnée et européenne. Les révélations récentes des Paradise Papers remettent en question notre contrat social et portent atteinte au cœur de notre démocratie, cette idée que tous les citoyens se soumettent aux mêmes règles. Nous avons la conviction que l'Europe est la bonne réponse pour stopper ces dérives, mais elle devra se réformer. Et c'est l'ambition du président de la République que nous devons soutenir de toutes nos forces. Mais notre héritage, mes chers amis, c'est aussi celui de Simone Veil, qui a tant fait pour la cause des femmes et à qui je veux rendre ici un hommage particulièrement ému. Simone Veil, qui savait combien la dignité humaine est une valeur précieuse pour la civilisation. Elle savait combien l'égalité est un combat qui ne doit jamais être tenu pour acquis. Mes chers amis, voilà la tâche qui nous attend. Je la sais immense, je la sais exigeante, je la sais impatiente, mais elle est à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Elle est ambitieuse et elle est fidèle à la promesse qu'incarne notre mouvement. Dès demain, oui, dès demain, je vous demande de retourner sur le terrain pour mobiliser autour de notre projet, pour continuer à porter dans tous nos territoires et partout en Europe les espoirs et l'ambition d'un mouvement qui change la politique. Car vous êtes les ambassadeurs, vous êtes les acteurs de ce changement. Ce que vous êtes des entrepreneurs politiques. Ne cessez jamais d'inventer, d'essayer, d'innover. Alors, gardons à l'esprit que nous nous engageons pour une cause qui nous dépasse. Gardons à l'esprit que notre seul moteur doit être l'intérêt général, que nous engageons pour la réussite de notre pays. Elle est là la plus belle cause qui doit nous mobiliser tous les jours. Et tout au long de ce chemin parcouru ensemble, lorsqu'il y aura des moments de doute, lorsqu'il y aura des moments d'euphorie, lorsque l'avenir paraîtra incertain, n'oublions jamais d'où nous venons. Et je vous le dis du fond du cœur, ça n'est pas la politique qui va changer notre mouvement, c'est notre mouvement qui doit changer la politique. Je n'oublie pas que je suis toujours ce jeune homme de Haute-Provence qui a choisi l'engagement comme moteur de sa vie. Et je veux que, dans quelques années, nous puissions regarder avec fierté le travail accompli, pour que, sans violence, sans excès, sans haine,
nous retrouvions la fierté de notre pays, que nous soyons fiers de notre France, parce qu'elle est belle, parce qu'elle nous ressemble, parce qu'elle nous rassemble. Alors, je vous le dis, mes amis, aujourd'hui, ici, à Lyon, n'oublions jamais, jamais ce que nous représentons, n'oublions jamais, jamais ce que nous sommes, parce que nous sommes, mes amis, nous sommes la République en marche. J'invite le bureau. Allez, mon poulet. Vous venez de le vivre en direct sur BFM TV, il est 16h06. Le premier discours de Christophe Castaner, nouveau délégué général de la République En Marche. Il a été élu ce matin à l'unanimité, moins 2 abstentions. On va débriefer ce discours avec Jérémy Brossard, bien sûr, du service politique, mais aussi Virginie Leguet de Paris Match.